Bernard rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant 1 heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard rencontre son monde commence maintenant. Alors aujourd'hui, on rencontre un illustre personnage de la municipalité de Rivière-Ouelle, Gilles Martin. Gilles Martin est une personne extrêmement engagée dans son milieu et à l'extérieur de son milieu. Une personne très humaine qui a vécu des difficultés d'ordre psychologique dans les dernières années. Et c'est quelque chose nous les hommes, on parle pas beaucoup et je pense que Gilles vient d'ouvrir une porte très importante sur la possibilité de s'en sortir, surtout en comptant sur nos amis, notre famille, etc. Et le profondément humain de l'être humain, on le retrouve dans cette entrevue. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. OK. Ah, c'est bon, là, c'est mieux. C'est pas mal mieux. Ah, oui. Alors, Mireille, ton son est bon aussi? Oui, c'est assez bon. C'est rare que j'ai besoin de mettre autant de Elle n'a pas l'air mais... sûre de son affaire. Après, sur ça, oui. C'est correct. Bon, je suis vraiment content que tu aies accepté. Sincèrement, on peut starter ça, là? Alors, on fait ça, mon Gilles. Alors, ce matin, je m'entretiens avec Gilles Martin. Bonjour, Gilles, ça va bien? Salut Bernard, ça va super bien. Bon, parle-moi de ça. Je suis content d'entendre ça, Gilles. On va commencer avec le début qui remonte dans notre relation d'amitié à plus de, mon Dieu, une bonne trentaine d'années, si c'est pas plus, là. Probablement, hein? Probablement, c'est quand tu restais juste en face de chez nous, de l'autre côté de la rivière. Exactement. Et où mon fils faisait débarquer à l'autobus en avant de chez vous plus que chez nous. Ouais. Des fois, on avait de la chance de garder la famille élargie. Tu avais un petit chien. Oui, effectivement. Non, mais sérieusement, ça a été ça, je te dirais, une des plus belles périodes de ma vie, de demeurer à Rivière-Ouelle. On était là presque 15 ans. Ouais. Et écoute, moi, dès mon arrivée, là, en 93, André Lacombe vient voir. Le lendemain, j'avais acheté la maison de la Mousse. Oui, c'est ça, exact. Et André Lacombe vient voir, il était secrétaire municipal. Il dit, je me suis donné le président des loisirs. Laisse-moi le temps de marquer. Gilles, t'es membre d'une famille, d'une grande famille à Rivière-Ouelle, toi, là. Il en reste moins qu'il en restait, mais... Oui, bien sûr. mais moi, j'aime la famille, parce que j'ai toujours été très proche de ma famille, mais j'aime aussi la famille élargie de Rivière-Ouelle. Tu sais, l'ensemble des gens. J'aime les gens. J'aime rencontrer les gens. J'aime parler. Je sais pas comment ça, j'ai pas fait de politique comme toi. Oui, ben moi, ça m'a toujours surpris. On reviendra là-dessus aussi, là, mais à quelque part. Mais t'en fais aujourd'hui de la politique quand même, là. À quelque part, on en fait toujours quand on est dans des organisations ou quelque chose du genre. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que là, tu es conseiller municipal au moment où on se parle, non? Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Oui. Non? Alors, mais je t'aurais vu maire de Rivière-Ouelle depuis longtemps, mais en tout cas, ça, c'est une autre question. Mais ceci dit... Garde ça pour plus tard. C'est encore tout jeune. Mais quand je parle de ta famille, moi, je me souviens de ton père. Écoute, ça fait longtemps, là, ça, mais je me souviens de ton père, M. Martin, qui était une sommité dans Rivière-Ouelle, qui était bien reconnu. En fait, vous êtes une famille, comment je pourrais dire, extrêmement ancrée à Rivière-Ouelle, dans la mesure où tous tes frères et sœurs, en fait, frères surtout, là, avaient demeuré à Rivière-Ouelle et même demeuré toujours à Rivière-Ouelle, là. Bon, Jean-Marie, évidemment, est décédé, mais Roger, Normand est toujours ici. Le seul qui a été un peu à l'extérieur, c'est Réal, qui était à Montmagny, qui a été professeur pendant des années à Montmagny, et qui malheureusement est décédé d'une crise cardiaque, voilà, mon Dieu, presque 9 ans, je pense, aujourd'hui. Ouais. C'était un dur choc pour moi. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Faut laisser quitter des fois des gens, puis des imprévus. T'es plus jeune ou plus vieux que toi? Roger est le plus vieux de la famille. Réal le suivait de 2 ans. Jean-Marie le suivait de 2 ans. Et on a tous 2 ans, un après l'autre. Puis on a eu un grand malheur dans notre vie. On n'a pas eu de sœur. Ah oui, OK. C'est le grand malheur, oui, c'est ça. Mais tu as une fille, par exemple. Tu as une fille, Amélie, là. Tu as 2 enfants toi-même. Et moi, c'est fascinant quand on allait chez vous, quand on était jeune. Eh, mon Dieu Seigneur. On a toujours eu beaucoup de plaisir à vous côtoyer parce que là, tu as une famille qui est enchée de Rivière-Ouelle depuis des générations. Oui. Et je sais que tu pourras me corriger si je me trompe, mais ton père est enterré sur la terre familiale. Où est-ce qu'il est le grand arbre, là, sur la porte? Non, c'est pas ça l'histoire. C'est plus beau que ça, C'est plus beau que ça, l'histoire.
c'est un orme qui pousse là, c'est pas loin de ma maison ici, puis ça a toujours été un peu emblématique parce que mon père a acheté la terre du voisin. Puis quand il a acheté la terre du voisin, écoute, dans quelle année? C'est dans les années 70, probablement. Quand il a acheté, c'était un vieux garçon, ça, là, puis on était proche de lui, on allait le voir souvent, on allait même voir la télévision, il était plus avancé que nous autres, il y avait une télévision, mais il était vieux garçon, il avait le moyen de payer ça, hein? OK, ben oui. Puis, un moment donné, son frère était venu le visiter, un dimanche après-midi. Puis son frère avait descendu au fleuve par les champs, et quand il est remonté, il a voulu prendre de l'eau, là, il y avait une source d'eau vis-à-vis où est l'arbre présentement. Il a descendu pour s'abreuver, et il est décédé, là. Il a fait une crise cardiaque et il est décédé là. Voyons, toi. Oui. Et c'est pour ça que son frère Richard a planté un arbre là. Puis quand on a acheté la terre, il avait demandé à mon père, il dit, j'aimerais ça que vous y fassiez attention. Et curieusement, cet arbre-là est passé proche un moment donné de partir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maladies dans l'Orme d'Amérique. Ben oui. Ouais, puis il est venu les feuilles toutes séchées. J'ai dit, on va le perdre, puis c'est pas de notre faute. Finalement, il a repris vie quelques semaines après, puis il est majestueux. Il est un peu un emblème de... Pour nous autres, c'est quelque chose de fort. La relation avec la terre, la relation entre l'homme et la terre. Voilà. Ouais. J'avais l'idée que c'était ton père qui était enterré là. Ah, non. C'était comme une espèce de... un aura autour de cet endroit. Mais effectivement, tu as raison. Ça permet de prendre des photos absolument exceptionnelles. Ah. Et en parlant de photos, on s'en vient pas plus, toi, Cumin. Il y a eu une compétition à un moment donné, mais c'est passé. Il y a eu un petit peu de compétition jusqu'à temps qu'arrive le feu de la tourbière. Après ça, Gilles s'est mis à mal aller, puis enfin, j'ai arrêté de prendre des photos parce que ma tête, elle avait trop de photos dans la tête. Oui, effectivement. Ça a été tout un événement quand même, cette histoire-là, hein, parce que ça a donné que mon fils était ici avec ses enfants là, durant cette période-là. Et puis, écoute, quand on a vu ce qui se passait, on s'est rendu sur place, puis il y avait des camions citernes qui transportaient de l'eau à la rivière. Ça a été absolument incroyable. La solidarité qui s'est passée là, c'est fou, là. Tout à fait. Ça a été un événement pas difficile pour Rivière-Ouest. Il y a beaucoup de monde parce que ça a amené beaucoup de crainte parce que le feu s'est propagé extrêmement rapidement. Puis ça aurait pu être extrêmement plus dommageable, tout dépendant des vents, parce que les vents ont tourné de bord aussi, en tout cas. C'est ça. C'était spectaculaire, cet incendie-là. Oui, puis ça a laissé des séquelles. Hein? Ça laisse encore des gens craintifs, tu sais. Ça va-tu recommencer? Qu'est-ce qui peut arriver? On s'aperçoit que dans le fond, que c'est presque, je dis pas ça, c'est presque une bombe. Tu sais, dans la façon dont le feu a comme explosé, il y avait des conditions qui étaient favorables, je comprends, là, mais tu sais, enfin. Puis là, il annonce des étés, vois-tu, encore, j'écoutais la météo, mais là, il annonce des étés encore très chauds, là. Ça fait que, on est pas, tu sais, ça va être, je pense qu'il y aura il devrait y avoir des précautions additionnelles qui sont prises. Ouais, les producteurs de tour, pas plus chez Lambert que tous les autres, d'ailleurs, là, parce que c'est aussi vrai à Rivière-du-Loup chez Premier Tech, là. Ouais, c'est ça, c'est des conditions qui sont pas faciles. Mais toi, tu as vécu ça comment, Gilles? Écoute, tu sais que j'étais déjà impliqué dans d'autres organisations, puis dans le conseil municipal. Moi, j'ai senti une responsabilité dès la journée même d'essayer de tout faire. Puis, tu sais, c'est pas simple parce que les agriculteurs qui sont proches de ça, c'est mes confrères. Puis dans des situations difficiles comme ça, les gens viennent épuisés, ils te disent des choses que tu voudrais pas entendre. Mais je les comprenais tellement. Puis moi, je me suis épuisé là. Tu sais, je commençais tôt le matin, j'essayais de faire ça. Puis t'as tellement de choses en tête. Va chercher ci à quelque part, fais ça. On était une bonne organisation quand même. La municipalité, on était bien entourés. On avait fait quoi de bien. On avait un bon poste de commandement. On avait plein de bénévoles qui nous aidaient. Mais gérer tout ça, puis pour moi qui étais maire, là, remarque bien, là, mais j'ai passé beaucoup de temps, là, pendant 10 jours de temps, à prendre des décisions qui sont pas toujours faciles. Et ça m'a vidé, là, tu sais, même durant cette semaine-là, là, je sentais que je perdais les pédales des fois, là, qu'il y avait des affaires, que je manquais de concentration, puis voilà. Ça a été trop dur pour moi, puis il faut que tu voies qu'après ça, c'est les factures qui rentrent, hein. Et moi, j'étais président de la régie des incendies, et je voyais les factures entrant, je me disais, même le 25% ou le 30% que le ministère de la Sécurité publique ne me payera pas,
comment on va devoir recharger ça aux autres municipalités, tu sais? Ouais. On avait un petit poussin d'à peu près 125 000. On roulait d'une façon très correcte. Là, ça allait bien. Mais là, je me disais, si on était obligé de refacturer 100 000 à chacune des municipalités, ou en tout cas l'équivalent de la population puis leur richesse foncière, il aurait fallu partager ça. Mais il y avait comme pour moi pas une honte, là, mais tu sais, une lourdeur sur mes épaules. Ouais. Puis je prenais, dans le fond, c'était pas à moi à prendre ça personnellement. Là. Ouais. Fait que là, ça s'est mis à creuser, puis j'ai eu des problèmes de santé. Il fallait que je sois opéré. Écoute, je suis rendu presque bionique, Bernard. J'ai déjà 2 hanches artificielles depuis qui ont été faites presque la même journée à Rivière-du-Loup, voilà 13 ans. J'ai eu un genou de fait au complet à l'automne 2019. J'avais 2 épaules qui sont complètement finies. J'ai de la misère à lever les bras. Et je devais me rendre, je devais être opéré pour l'épaule au mois de mai dernier, avril ou mai dernier. À cause de la pandémie, ça a été réglé, j'imagine? C'est ça a été retardé. Puis finalement, quand j'étais en consultation à la fin juillet pour prévoir l'opération, l'orthopédiste m'avait fait passer un scan, des radiographies, puis là, j'ai senti dans le bureau de l'orthopédiste que la panique commençait en lui, il dit pas la panique, mais il voyait que c'était trop brisé pour faire de quoi sur le sens du monde, puis j'ai plus 20 ans en plus de ça. C'est l'usure du travail. Là, il a fait venir un collègue, puis ils sont mis à regarder les radiographies, puis le scan, puis là, il y en a un celui qui, je pense, était encore plus spécialisé dans les épaules, il a dit à mon orthopédiste, il dit, c'est très risqué. Et là, c'est venu ajouter une couche que tu peux pas savoir comment ça m'a fait. Alors, je voulais plus sortir de ma maison. J'ai passé une fin d'été puis un automne catastrophique, OK? Puis tu sais, quand on dit que les gens peuvent aller rencontrer quelqu'un qu'il faut qu'il fasse appel, là, tu viens pas dans cet état-là. Tu viens, t'as plus le goût de parler. T'as plus le goût de parler à personne puis de demander conseil. T'as ta conjointe qui te supporte puis heureusement... mais elle va travailler, puis quand elle arrive le soir, je sais que je suis un peu un fardeau, tu sais, elle est obligée de m'aider, puis là, bon, vas-tu prendre une marche? J'ai dit oui parce que je veux l'accompagner, mais quand je rencontre quelqu'un, t'as pas envie de parler. J'ai pas envie de parler à personne, puis j'ai rencontré des connaissances, ils ont dû se dire, mais il est donc bien sauvage aujourd'hui, tu sais. Est-ce que j'ai trouvé ça extrêmement difficile, puis tu sais à quel point j'aime le public. Ben oui. Incroyable, puis que j'aime parler. Mais enfin, j'ai été opéré cet automne, j'ai eu des bonnes nouvelles, puis moi, les bonnes nouvelles, surtout les bonnes nouvelles financières, m'ont beaucoup aidé parce que j'ai su que la SOPFEU avait tout payé à la régie, ce qu'elle avait à payer. J'ai su que la sécurité publique ont pas mal tout défrayé aussi. Finalement, on s'en tire à utiliser, oui, notre petit fonds qu'on avait, mais ça dépassera pas ça. Fait qu'écoute, là, j'ai recommencé à vivre depuis le mois de fin décembre. C'est incroyable. Ça va bien. Parce que, écoute, ta voix est bonne. Je veux dire, je savais qu'à travers les branches, tu avais eu une période un peu plus difficile cet automne, mais je savais pas à quel point, et je suis très surpris d'apprendre que c'était à ce point-là, puis je suis content que tu t'en sois sorti. Je remercie Linda, parce que je pense qu'elle t'a bien accompagné là-dedans, Linda est ta conjointe actuelle depuis plusieurs années déjà maintenant. Oui. Parce que tu as aussi perdu ton épouse il y a plusieurs années. Oui. Bérangère était aussi une amie de longue date de la famille, etc. La mère de tes enfants, bien sûr, Benoît et Amélie, puis écoute, c'est ça. Bérangère, c'était le cœur sur la main. Là. Elle aidait tout le monde, elle faisait ses jardins, etc. Donc, c'est toutes ces épreuves-là qui s'accumulent avec les années qui font qu'à un moment donné, on explose quand on regarde ça un peu. Puis, est-ce que la pandémie est venue jouer un rôle aussi? Bien sûr, Bernard, tu comprends bien qu'est-ce que je faisais, tu penses? J'écoutais à la télévision. J'écoutais les nouvelles, puis j'écoutais ça à journée longue. Fait que, sais-tu quoi? À LCN ou à l'autre poste, là, ou à RDI, là, au bout d'une demi-heure, ça recommence. C'est comme... D'ailleurs, je vais te donner pour l'anecdote. Quand je suis revenu en 1988, quand je suis revenu à l'apocataire avec toi ici, parce que j'avais été parti pour 4 ans dans la région au sud de Montréal, là, à Chambly. Et puis j'avais une imprimerie là-bas, j'étais devenu actionnaire, etc. Puis finalement, ça a viré au vinaigre. Là, quand je suis revenu ici, j'avais plus rien. J'avais une femme enceinte, par contre. Puis un anglophone, j'étais venu ici une fois préalablement. Puis là, on s'en venait rester ici pour de bon.
Et puis, ça a été... puis je me souviens, le retour, j'avais rien, là. Quand tu dis j'avais rien, oui, ça a été pas facile, tu sais. Mais aujourd'hui, tu sais, ma mère, ma famille, ils m'ont supporté. C'est un gros chat dans l'ordre, là. Oui, c'est ça la vie, hein. Il ne faut jamais penser qu'il y a une fin. Il y a toujours un espoir quelque part, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Puis écoute, une chance que j'étais bien entouré cet automne de ma conjointe. Les enfants ne pouvaient pas venir nous voir. Puis je les comprends, là, tu sais, je les comprends. Ils veulent pas propager la maladie ailleurs. En même temps, ils savent que l'âge que j'avais, que c'est plus vulnérable, puis ces choses-là. Puis en même temps, la COVID, dans mon cas, je me disais que c'était une bonne affaire. Il n'y a personne qui pouvait venir me voir. C'était pas si mauvais que ça. Puis moi, je me donnais comme défaite de pas sortir. C'est la COVID. Mais tu peux pas savoir comment que c'est dur. Tu peux pas savoir comment que c'est difficile à l'intérieur. Là, c'est incroyable. Ton témoignage est important, Gilles. C'est vraiment important que tu me partages ça parce que il y a des gens qui actuellement vivent des difficultés. Là, puis moi, en tant que député, on est appelé souvent. En tout cas, il y a des gens qui nous appellent. En fait, depuis un an, la pandémie est arrivée. Puis si tu savais le nombre d'appels qu'on a eu de gens en détresse, qu'on a redirigés, qu'on a envoyés à différents endroits, puis des cas d'urgence, c'est sûr d'affaire parce que les gens étaient dépourvus par rapport à la pandémie. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Puis, je suis vraiment content que tu nous partages ça. Puis on va changer de ton un peu, mais c'est un souvenir absolument incroyable. Tu te souviens, quand je suis devenu justement président des loisirs dans le moi, je voulais faire un festival. On avait fait le festival des moissons. Oui. Une des activités de ce festival-là était le souper bien cuit. Et ça a été un des personnages typiques de Rivière-Ouest qui a été cuit à ce moment-là. Oui. Il faut savoir qu'à l'époque, la TV était très populaire. Et on avait fait un décor de la TV. Raconte-moi ce que toi, tes souvenirs de façon par rapport à ça. On avait passé une soirée extraordinaire. La bouffe était pas mangeable. Mais tu sais, Bernard, c'était au moment du 325e anniversaire. Tu as fait raison, oui. Alors, c'est une grosse période pour Rivière-Ouest à ce moment-là, d'ailleurs. À ce moment-là. Puis écoute, il y avait du monde, je pense que tous les biens cuits que vous aviez organisés durant le festival des moissons, c'était plein. C'était plein. Puis ce soir-là, c'était plein aussi. Puis j'avais eu la chance, c'était dans l'UPA, dans le temps, j'étais au niveau provincial, j'étais à l'exécutif de l'UPA provincial, puis un de mes bons chums, c'était Laurent Pellerin. Laurent Pellerin était descendu, écoute, il était venu coucher chez nous par après. On avait eu, ça a été un moment extraordinaire. Tu peux pas savoir comment j'avais apprécié. Puis Bérangère avait été beaucoup de connivence là-dedans. Aujourd'hui, j'essaie d'imaginer où est-ce que je trouvais l'énergie pour tout faire ça. Je sais pas. On se couchait à 3 heures du matin avec les méchants à porter. Avec Michel Harvey qui animait. Puis, mais Odilon, qui était un ami de longue date aussi de la famille chez vous, puis Odilon, je me souviens, ton frère, on l'avait filmé avec les gens Théberge sur le lac des Sœurs. Le lac des Sœurs. Il était à la pêche. Tu sais pourquoi? C'est parce que Roger était déjà la pêche dans les Laurentides. Oui, c'est vrai. Il ne pouvait pas être présent, ça fait que ça avait été filmé avec, puis il disait qu'il faisait un hommage à Odilon, mais de sa chaloupe à la pêche. Là. Ça avait été filmé en arrière du foyer Thérèse Martin. Oui, allez, non, mais sérieusement, on avait des bonnes idées, en tout cas. Écoute, Gilles, ta vie d'agriculteur, évidemment, a commencé tout jeune parce que tu es de famille d'agriculteurs. Donc, vous avez été élevé sur la ferme familiale qui est aujourd'hui la ferme de tes neveux, je pense. C'est ça, ferme Martinoise. Ferme Martinoise. Mais toi, avec ton fils, à la ferme Sudry, c'est bien ça, oui. Sudry? Anciennement, c'était le rang des Gagnons. Maintenant, c'est le rang du sud de la rivière. Sud de la rivière, c'est sud de la rivière, c'est ça. Donc, puis là, Benoît est là, lui, avec sa famille. Puis tu es un peu avec eux autres, je pense. J'y vais plus beaucoup à cause de mes problèmes de santé. Je m'intéresse toujours beaucoup, par exemple. Depuis 2 ans, là, j'y vais quand je peux runner de la machinerie un peu, ces choses-là, pour lui donner un coup de main, la période critique, là, les semences. L'automne passé, j'ai même pas été capable de y aider pour les récoltes. J'aurais dû. Mais écoute, j'étais tellement magané que j'avais de la misère à sortir de la maison, comme je te dis. Puis, il a compris ça. Regarde, il a trouvé quelqu'un d'autre, il n'a pas eu le choix. Hein. Je suis fier de lui. Tu sais, il réussit tellement bien, il travaille fort. Puis c'est lui qui prend une décision depuis très longtemps, très, très longtemps, parce que on avait acheté ça pour lui puis mon neveu Rémi. J'étais avec Jean-Marie encore, tu sais. Puis à un moment donné, comme tu l'as dit tantôt, Jean-Marie est décédé. Ça fait que on n'avait pas mis ces 2 fermes-là ensemble. Quand on a acheté ça en 97, cette ferme-là, on n'a pas regroupé ça avec Ferme Martinoise parce que les enfants étaient encore
Trop jeune. Jeune, il était aux études, il était à l'agriculture aussi, la plupart, mais on voulait pas s'engager dans ça, puis après ça, diviser cette entreprise-là si jamais ça fonctionnait pas. Ça fait que là, on se disait, au moins, on a une chance, si les jeunes, on les voit aller, pas nécessairement s'entendre moins, mais tu sais, dans l'agriculture moderne, gérer un troupeau, choisir des taureaux pour la reproduction, la qualité du lait, utiliser tel ingrédient dans l'alimentation plutôt qu'un autre, c'est rendu tellement avancé que, bon, on sait le sexe du veau maintenant chez les vaches laitières beaucoup plus rapidement que pour les humains. C'est incroyable ce qu'on peut faire, ce qu'on peut savoir. C'est avancé, puis dans la gestion de troupeau, tu peux pas être quatre à gérer ça. Faut qu'il y en ait un. Et on a eu la chance, je dirais, d'avoir dans les deux familles un qui aimait beaucoup, beaucoup ça. Mais avoir fait ça à deux, ça n'aurait pas fonctionné, je pense. Il y aurait eu peut-être des malentendus. Ça fait qu'à un moment donné, quand mon frère était tombé très malade, celui qui est en compagnie avec moi, on a décidé on a eu le temps de réfléchir à ces choses-là, puis moi j'ai dit, j'aimerais ça plutôt être avec mon garçon à plein temps sur l'autre ferme, puis que toi tu t'occuperas ou tes enfants prendront la relève. On s'est entendu. Tu sais, quand on veut trouver des solutions, on en trouve. C'est ce qui s'est passé, ça s'est bien passé, le transfert s'est bien fait. Puis tu sais que dans les compagnies, il faut avoir des bonnes protections, il faut avoir des bonnes assurances au cas où il arrive des affaires du genre. Puis c'est arrivé. C'est arrivé, ça qu'on s'est servi de ça comme levier. Moi, j'ai été avec mon garçon, puis là, j'ai eu un plaisir fou à agriculter, comme on dit. J'ai eu un plaisir fou. Mais j'ai toujours eu un plaisir fou, que ce soit dans la ferme martinoise que dans la ferme suderie. J'aime l'agriculture, j'aime. D'ailleurs, on vit actuellement là, le Buttergate, là, le fameux l'huile de palme là, qui se retrouve, semble-t-il, en tout cas, à écouter les journalistes, on dirait que c'est en quantité industrielle, mais c'est des quantités extrêmement minimes. Je sais pas si les agriculteurs vous en mais du Nutella, c'est 25% d'huile de palme. Juste pour parler un petit peu de ça, Bernard, là, dans le fond, c'est la palme qui est la plante là, qui produit l'huile. L'huile n'est pas consommée par les animaux, mais pas du tout. Elle est extraite de ça, et nous autres, c'est la poussière de la plante qui est utilisée. Oui, il reste sûrement un peu d'huile dedans, il ne faut pas se compter d'histoire, parce que c'est une plante qui produit de l'huile. Et ce que les producteurs utilisent, c'est la palmite, mais dans une très faible proportion et très rarement durant l'année même. Mais c'est très bon, je vais te le dire, ça augmente le taux de gras pour la vache laitière. Elle ne donne pas du lait qui a nécessairement de la palmite dedans, mais quand elle le transforme, ça fait augmenter son taux de gras. Et c'est extrêmement important l'automne quand on fait les ensilages de maïs. Le temps que le maïs se stabilise en termes de pH, de qualité dans le silo, là, il fermente, on le sait. Là, on a une baisse du pourcentage de gras chez la vache laitière. Alors, les gens, maintenant, l'utilisent pour ça surtout. Puis, je dirais, à partir du mois de décembre, c'est réglé dans bien des cas, puis les gens retirent ce produit-là de leur champ. Bon, tu as ouvert, Bernard, sur le Nutella, mais je te dirais qu'il y a un transformateur laitier qui a dénoncé ça l'autre jour. C'est Saputo, puis c'est lui qui l'utilise pour faire des biscuits vachons. Ah oui, en plus. En grande quantité. Pas mal tout le monde en mange chez eux quasiment toutes les semaines. C'est parce qu'on ne regarde jamais les étiquettes, mais quand un professeur d'université, dans l'université de Dalhousie, qui s'appelle Sylvain Charlebois, dit dans la presse, on sait que Sylvain Charlebois est contre la gestion d'offres. En fait, il fait ça de tous les arguments possibles et impossibles pour essayer de détruire, je ne sais pas pour quelle raison, l'industrie de l'industrie laitière surtout. Ça, il faut dire qu'il trouve écho à bien des endroits. Je pense que son dada, c'est que le consommateur paye trop cher son lait par rapport à ce qui se cause de la gestion d'offres dans d'autres pays dans le monde. On a un système, moi je supporte les agriculteurs, je l'ai aujourd'hui, c'est un fils d'agronome. D'ailleurs, quand je dis que j'étais près des agriculteurs, je parle de toi. Oui. On a été élevé autant chez les Grondins, à Pocatière à côté de chez nous que chez vous avec la Well. On est entouré dans notre région d'agriculteurs qui ont fait vivre nos régions, qui ont développé nos régions. Moi, j'ai un respect incommensurable envers l'agriculture. Et la gestion d'offres est un mécanisme pour nous assurer une gestion appropriée des besoins et de la demande. Moi, je veux dire en affaire, on est en arrière de vous autres. On a toujours pris soin de protéger la gestion d'offres. Oui, il y a eu des brèches dedans avec les années, mais elle demeure étant intacte, elle est toujours en vigueur. C'était mon éditeur-là, mais certains pensent que parce qu'on ne va pas appuyer le projet de loi d'une autre parti politique qu'on est contre ça, c'est complètement ridicule. Oui, vous aviez fait quelques petites entorses, mais il y en a qui ont fait pas mal pire que ça après vous autres. Ça pour dire qu'on tient à notre agriculture, et l'huile de palme est un exemple parmi tant d'autres, où vous êtes souvent malmené au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement. L'environnement, l'équation environnement-agriculture n'a pas toujours été, comment je peux dire, bien vue.
mais vous avez fait des améliorations. Vous vous adaptez puis vous évoluez avec la société. Il faut arrêter de capoter, là. Tu as été membre de plus grandes organisations canadiennes. J'ai été nommé à la Commission canadienne La du commission, lait. c'est ça, oui. J'étais un des commissaires. C'est la plus petite société d'État au Canada. C'est la Commission canadienne du lait parce qu'elle n'a que 3 membres sur son conseil d'administration. Il y avait un remplacement qui devait se faire. Bon, on sait tous, là, puis je te conterai pas d'histoire, là, c'est des nominations politiques, là, c'est clair. Ouais. Je pense que j'ai eu un filon correct de la part de Laurent Pellerin. Il y avait des discussions à ce moment-là avec Ottawa, puis le représentant qui était là n'était pas apprécié par les producteurs tant que ça. Là. Ça fait que j'ai eu cette chance-là, je l'ai pris, j'ai sauté dedans parce que moi, j'ai toujours aimé ces défis-là. Et j'ai fait là ça pendant 6 ans. Et j'ai adoré. J'ai fait 3 mandats de 2 ans. J'ai été nommé, je pense, en 2006 jusqu'en 2012-2013, okay. Autour de là. Qu'est-ce que le rôle de la Commission du lait? La Commission canadienne du lait, son principal mandat, là, c'est de organiser la production, informer les provinces pour savoir quels sont les besoins du marché à la grandeur du pays, qu'est-ce qu'on doit faire comme produit parce que c'est les produits de l'heure, c'est les produits qui fonctionnent, puis après ça, placer les priorités. Dire aux provinces, voilà les informations, on sait qu'il s'en vient tant d'animaux dans les étables. On sait que la production devrait être en augmentation prochainement parce qu'on connaît ce qui se passe dans chacune des provinces. On sait où il y a des endroits que de la sécheresse. C'est un point de rassemblement où on connaît toute l'information. Les données, on les diffuse aux provinces pour dire maintenant, prenons ensemble les meilleures décisions. Il faut que tu vois que le Québec puis l'Ontario, à l'heure bleue, représentent 70% de l'ensemble du lait qui se produit au Canada. Puis le Québec, c'est pas loin de, je dirais, 40-45%. Le Québec encore plus que l'Ontario. Le Québec a donc un immense pouvoir, mais en même temps, doit le faire solidairement avec les autres provinces. Ça va numéro 1. Bon, il y a des petits accros parfois, mais dans l'ensemble, ça va super bien. Puis prendre des décisions avec eux autres sur des hautes sphères comme ça, ben écoute, j'ai apprécié. J'amenais ma contribution de ce que je sentais, moi, dans la province. Ça a été... Parce que tu étais agriculteur à temps plein, ce moment-là, malgré tout, là. Oui, j'étais agriculteur à temps plein. Je m'engageais parce que, écoute, l'information, quand tu l'as, des fois, ça te donne de l'avance. C'était pour moi une façon d'aller chercher de l'information rapidement. Ça, c'est au niveau national canadien. Tu as évidemment été au niveau national québécois, c'est-à-dire à l'UPA. Oui. Tu as été un des... C'était à l'UPA de la Côte-du-Sud. J'ai été président pendant 11 ans, beaucoup plus longtemps que ça, administrateur, mais quand même pendant 11 ans. Puis j'ai été 6 ans à l'exécutif de la Confédération. Là, évidemment, le CDBQ laboratoire où tu as été président, après qu'André Théberge, parce que faut savoir que la ferme fédérale est fermée, là, je me souviens plus quelle année. Là. 93 l'annonce, 95 officiellement fermée. C'est ça. Puis André Théberge qui était maire de la Focatière à ce moment-là. Oui. Puis un groupe d'individus comme toi qui était là au départ, je pense aussi, là. Oui. Vous avez lancé le CDBQ, qui est le Centre de développement bioalimentaire du Québec, en relation aussi avec l'ITA, bien sûr, à la formation. C'est ça. CDBQ qui aujourd'hui est emblématique là, au niveau de la province de Québec pour toute la recherche en termes de bioalimentaire, j'entends. Là. C'est ça. C'était administrateur un bout quand même avec nous autres. Oui, c'était maire de la Focatière. Donc, de facto, le maire de la Focatière était administrateur. D'ailleurs, c'était une belle équipe qui gère cette organisation-là, qui est vraiment solide aussi financièrement. Là. Tu sais, Bernard, on s'entourait des meilleurs. Hein? C'est réciproque. Mais tu sais, écoute, on a pris ça avait une valeur à peu près de 4 millions quand on a acquis ça pour $1.07. Oui. Ça l'a payé à TPS quand même. Puis c'est la seule ferme expérimentale dans toutes celles qui ont fermé au Canada. C'est la seule qui a réussi à avoir ça pour ce prix-là, puis qui a fait un exemple à travers le Canada. Plein de provinces sont venues visiter pour voir comment on avait fait. Ça a été difficile, les premières années ont été difficiles. Je me rappelle même être parti un moment donné avec, tu as connu Jean-Marc Bélanger. Oui. Probablement Jean-Marc qui avait été prêté par l'ITA pendant 2 ans pour nous aider. Jean-Marc a tombé malade, mais au début, André Théberge a été obligé de se retirer du conseil d'administration du CDBQ parce que, même s'il était maire, la seule chose qu'on n'avait pas payée, c'était les taxes à la Focatière. Après 3 ans, on risquait d'être mis en vente. Hein? Ouais. C'est normal, tu as été maire, tu sais ce que c'est. André dit, moi, je me retire. Fait que, on avait demandé, dans un budget de transfert, quand on avait acheté pour $1,
On avait demandé un budget de transfert au fédéral. Il me semble que c'était 400 000, puis on n'a jamais voulu nous le donner. Ben, on a dit, on s'essaye quand même. Mais je me rappelle une fois être monté, on était allé à Saint-Hyacinthe, moi et Jean-Marc. On avait emmené les clés de la bâtisse. On avait exposé notre situation, puis on avait dit qu'on allait être mis en vente pour taxe avant longtemps, qu'on avait tout fait ce qu'on voulait, puis... et c'était le docteur Martel d'Ottawa qui s'est beaucoup occupé de cette station de recherche-là avant, puis pendant. C'est lui qui nous a dit, écoutez, vous avez trop fait à date pour que ça arrête. Demain matin, je règle ça. Lui était fonctionnaire, quoi, ou Il était fonctionnaire à Ottawa, puis je sais pas qui est allé voir, mais 3 jours après, on avait un chèque de 200 000 $. OK. On n'aura jamais eu besoin de demander une somme après ça. On a payé nos taxes depuis ce temps-là, on a opéré. Ouais. Puis, aux dernières nouvelles, parce que j'ai quitté, moi, il y a 2 ans, on avait investi 27 millions. 27 millions. Puis on a réinvesti pour agrandir l'incubateur probablement 5 à 6 millions. Alors, c'est des investissements extraordinaires. Ouais. La situation financière était extraordinaire. Je pourrais te dire comment la pandémie les a affectés, mais ce que j'ai compris dernièrement en discussion, c'est un organisme à but non lucratif, la PCU a été assez aidante, puis que c'était une bonne année financière encore. Ouais. Alors, tant mieux, je suis fier de ça m'inquiétait un peu. Ben, tant mieux, garde. Tu as touché un point parce qu'on peste bien dans la vie en général contre les fonctionnaires. Là. Mais là, tu viens de mettre un point sur quelque chose qui n'est pas connu publiquement, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, qui était un fonctionnaire, qui lui a compris l'urgence de la situation, il est retourné à Ottawa, puis il a donné un chèque pour jour après. Quand on dit des fois, les fonctionnaires, c'est une gang de ci, une gang de ça, là, il y en a là-dedans, puis sincèrement, moi, je pense que les fonctionnaires travaillent de façon à donner des résultats. Là. Oui. Mais ce genre d'événement-là fait en sorte qu'aujourd'hui, cette institution-là est reconnue mondialement pratiquement maintenant, parce qu'il y a des acteurs à l'intérieur de ça. Quand tu dis tantôt, on s'allie avec les meilleurs, là, les sommités nationales et internationales, là, et d'avoir ça dans nos milieux, parce qu'il faut se souvenir aussi, Gilles, que moi, mon père, il devait être agronome, puis il est venu à la à cause de l'ITA, à cause de l'agriculture, etc. Puis il a enseigné, il était chercheur dans ce laboratoire-là. Il y avait à une époque 200 agronomes, parce que la faculté de l'Université de l'agronomie était à l'époque actuelle. Ben oui. Moi, ce que j'ai toujours rêvé, quand j'étais maire, je parlais de ça avec François Jean-Long, on rêvait pas mal de voix haute, là, mais d'avoir même un retour universitaire à la Pocatière. Parce que ça a des retombées importantes. Économiquement, c'est incroyable les retombées que ça donne. On regarde l'agriculture aujourd'hui, Gilles, toute la transformation des petits produits, les produits producteurs, la transformation des microbrasseries, etc. On vient de se lancer là-dedans. D'ailleurs, le CDVQ est allé lancer maintenant dans ça. Il y a des voies d'avenir en termes agricoles qui sont très, très intéressantes. Là. Mais tu as raison, tu sais, on a de la misère, puis moi, je l'ai tellement vu. Ces 2 institutions-là qui sont l'ITA et qui ont été aussi la ferme fédérale, ça a été avec leurs contraintes, tu sais, mais je veux dire, les chercheurs qui étaient à la ferme fédérale, c'était des gens qui ne pouvaient pas parler, ils ne faisaient que chercher à peu près. Mais ça a été des éléments tellement importants pour le développement du milieu, là, c'est incroyable, incroyable. Puis en plus, on avait, tu le sais, la vallée du Saint-Laurent, surtout le Bas-Saint-Laurent, à partir de la Pocatière. C'est de la Pocatière, j'exagère, là, Saint-Roch-des-Aulnay a des terres extraordinaires aussi, mais les terres en bas-fond ici, la vallée de Rivière-Ouelle, Kamouraska, ces places-là. Écoute, dans les livres pédologiques du Québec, puis je pense que ton père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le sol, et c'est considéré parmi les meilleurs sols au Québec. Ce sont les meilleurs sols au Québec. Bon, c'est une chance qu'on a, puis avec la dynamique que faisait l'ITA, que faisait aussi la ferme fédérale, ça a fait une évolution extraordinaire dans la région. Puis c'est pas pour rien qu'on voit des fermes comme à Saint-Roch-des-Aulnay, les unes après les autres. C'est des bijoux d'agriculture au Québec, ça. Quand on pense, Gilles, qu'il y a déjà eu 35 000 fermes laitières au Québec, il en reste 5 000, 5 800, je pense, actuellement. Ben, attention, je te corrige. 35 000 fermes au Québec, c'est bien plus que ça, là, jadis. Là. Moi, quand j'ai commencé, je pense, à l'ITA de la Pocatière, il devait y avoir quelque chose comme 25 000 fermes laitières, certains, 25, 30 000. Si on est en 73, 70, 73. Ça t'a fait ton cours à l'ITA, là. Oui. Puis, tu sais comment on est maintenant, là, on est 4 500 producteurs laitiers. 4 500, mon Dieu Seigneur, je savais encore 5 800 dans le tête. En fait, l'idée, c'est que ça a beaucoup évolué. Il se produit pas moins de lait, il se produit plus de lait. Plus de lait, oui. Mais tellement évolué, écoute. Toute la recherche et le développement. C'est la génétique, c'est l'alimentation. C'est incroyable comment ça se passe présentement. D'ailleurs, les 2 frères, la Kamouraska, les drapeaux sont les 3e au Canada. La meilleure. Sur 4 500 fermes au Québec, mais peut-être combien au Canada? On est-tu 10 000 fermes au Canada?
Au Canada? Au Canada, ouais. On doit être à peu près 7 ou 8 000. Donc. 7 ou 8 000, ils sont les troisièmes. On a ça chez nous, là, dans notre cours. Là, donc, oui, exactement. Puis on n'a pas des gros troupeaux, mais on a des beaux troupeaux. Je regarde pas loin d'où tu restais quand tu étais à Rivière-Ouelle, la ferme Belfaux, qui appartient maintenant à Nicolas Bélanger puis Rémi Fauché. Oui. Écoute, c'est le meilleur troupeau au Québec. C'est un des meilleurs troupeaux au Québec. Sûrement dans les 10 premiers au Québec. Là. Okay. C'est des gens qui sont passionnés, qui aiment l'agriculture, qui aiment la production, qui font tout pour que ce soit bien. Puis ils sont en plus tellement près d'un milieu urbain qu'il faut faire attention. Tu sais, je regardais, là, tantôt on parlait un peu de dépression, des choses-là. Là. Je regardais dimanche, on prend nos moyens là, extraordinaires pour aller voir nos petits-enfants. Dimanche avant midi, on sait que les petits-enfants sont dehors de telle heure à telle heure parce que l'après-midi, il y a une trop petite qu'il faut qu'ils fassent dodo, ça fait que les parents en profitent pour sortir. Puis dimanche, Cindy, ma belle-fille, était avec les 3 dehors. Fait qu'on en a profité pour aller les voir avec nos masques et tout. Puis je voyais que le vétérinaire était à la ferme. J'ai demandé à son petit gars, Édouard, y a-t-il des animaux de malades? Non. Il dit, je sais pas pourquoi. Puis là, le vétérinaire est en train de remplir avec Benoît un questionnaire là sur comment ça se passe, quelles sont ses pratiques, quelles sont ses méthodes. Benoît, il avait l'air un peu fatigué, puis il avait l'air découragé. Puis là, il m'a dit, si on avait la chance de passer plus de temps avec nos animaux puis notre travail que de passer à remplir de la paperasse, moi, je dis que ça serait le fun. Fait que je sentais, là... il y a un pot, hein? Il est pas mal plus quick que moi, là, tu sais, mais tu voyais, là, qu'il n'avait assez, là. Ben bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le lot maintenant. Hein. Fait que... Parce que longtemps, les gens ont eu le sentiment que les agriculteurs, c'était pas des entrepreneurs. Les agriculteurs, c'était des agriculteurs, point c'est tout. Mais aujourd'hui, des fermes de plusieurs millions de dollars. Là. La valeur de ce que les agriculteurs ont avec le prix des terres qui ont explosé dans les dernières années, évidemment, les matériaux de construction, quand on construit une ferme, là, c'est des centaines de milliers de dollars. C'est beaucoup d'investissements. Puis il y a un pot sur vos épaules, hein, pour bien le dire. Moi, j'ai toujours trouvé que les agriculteurs, c'était comme des jongleurs. Qu'on parle, évidemment, de l'environnement, on parle de la température. En tant que député, je suis en contact avec les producteurs de lait, les producteurs agricoles de tout le Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. On parlait souvent des stations météorologiques installées par Environnement Canada pour savoir où est-ce que tomber plus d'eau, moins d'eau, etc. C'est ça. Et quand tu remontes de l'eau en montagne, ben, je sais, dans Saint-Damas, j'ai un chalet, puis il neige là, puis il pleut à la Bocatière. Il peut aussi bien faire très haut là, puis il peut pas pantoute dans le bas. Mais les stations météorologiques font en sorte que les gens vont avoir des compensations sur les assurances en fonction de ce qui est tombé au niveau des sécheresses, ce qui est tombé plus ou pas pluie. C'est extrêmement complexe. La météo, etc., les bris de machinerie. Puis... Sais-tu qu'est-ce qui les tracasse le plus, moi? C'est pour ça que je voulais envoyer un petit encouragement un matin. Hein. C'est qu'eux autres, là, pour la plupart, puis je te dirais pour probablement 95%, ils peuvent quasiment pas se permettre d'être malades. La COVID, là, ils font attention, puis tu sais, ils se protègent. Puis il y a peu de personnes qui vont à la ferme. C'est qui va à la ferme? Le contrôleur laitier le moins possible, une fois par mois. Après ça, le vétérinaire quand les animaux sont malades. Mais c'est qui à part ça? T'sais? S'il y en a un d'eux autres qui tombe malade ou quelque chose du genre, il n'y a plus personne, là. Il n'y a personne pour les remplacer, là, si jamais ça arrive. Ça fait que ces gens-là sont préoccupés, en plus d'avoir le poids de ce qui se passe. Tu les as tous énumérés, là. D'ailleurs, on avait été contacté il y a 2-3 ans, je pense, par la Fédération des PA de la Côte-Sud, qui avait des travailleurs de rang, des gens pour aller justement rencontrer les agriculteurs, puis prendre le pouls, puis etc. Puis on a entrepris une analyse avec les gens à Ottawa pour voir si on pouvait financer une partie justement de ces travailleurs de rang-là, parce que c'est pas un travail directement pour le député, si tu veux. On a encouragé nous, les députés du Bas-Saint-Laurent, mes deux collègues là, à Matane et à Rimouski, ils ont embarqué dans le projet. On a financé à coût de 2500 $ chacun l'emploi ou l'embauche dans le Bas-Saint-Laurent avec l'IPA, ça fonctionne bien, ça a l'air. C'est parti, là, ça va bien, là, c'est parti, là. On a trouvé des gens. Tu le dis, hein, la solitude est aussi très difficile pour les agriculteurs. Et en pandémie, c'est encore pire, là. Ben oui. Donc, la santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on parle particulièrement chez les hommes, en plus. Non. On a intérêt à s'ouvrir le cœur un peu plus parce qu'on peut avoir besoin d'aide. Il ne faut pas gêner pour en demander. Oui, exact. Puis à travers de ça, il peut arriver aussi des problèmes financiers. Tu sais, on est chanceux au Québec parce qu'en production laitière, on est bien organisé. Il faut voir la situation en France présentement de l'agriculture. Des jeunes qui commencent en production.
et la honte qui les prend de ne pas être capable d'arriver parce qu'ils sont pas mal moins bien organisés en termes laitiers, là. Ouais. Puis, si tu savais comment il y a des suicides en France, aux États-Unis, c'est exactement la même affaire. On entend moins parler, mais c'est Et tout exactement ça, la c'est même une conséquence, Gilles, de la gestion de l'offre, d'une certaine manière. Dans la mesure où ça arrive au Canada, justement parce qu'il y a une protection. Voilà. Ce qu'eux autres n'ont pas. Exactement. On peut peiner, on peut bien chialer contre la gestion de l'offre autant qu'on veut. Pour ceux qui connaissent pas ça de toute façon, là, des gens comme Charlebois sous-estiment le facteur de l'humain à l'intérieur de ce programme. Exactement. Moi, c'est ça qui me déçoit. Puis ce que je déplore, c'est que les journalistes ne fassent pas l'effort d'aller rencontrer des gens comme Maurice Doyon, qui est comment je te dirais ça? Une sommité Une sommité à l'Université Laval. Il est chez nous, il est au Québec. Il connaît très bien la situation mondiale agricole. C'est un gars qui est brillant, c'est un Québécois. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on va chercher à l'Université de Dalhousie des poireaux comme ça. Je m'excuse. Tu le couperas si ça ne fait pas. C'est intégral. Écoute, Gilles, moi, je reviens sur Rivière-Ouelle parce que je suis arrivé en 93 à Rivière-Ouelle. Ouais. C'était ma première maison que j'ai achetée. J'ai payé 45 000 $. J'avais aucune idée comment j'allais réussir à payer ça. Mon père nous avait donné un petit don à moi et ma femme, puis la grand-mère de ma femme nous avait donné des meubles, puis ça me faisait un paiement de 400 $ par mois. Aujourd'hui, ça m'est plus logement à ce prix-là, tu sais. Tracy, vous entendez pas souvent, mais Tracy, écoute, elle est arrivée, elle parlait pas beaucoup en français. Puis elle s'est intégrée, elle s'est impliquée à l'école, puis elle a travaillé 28 ans à Tourbière-Lambert. Moi, je me demandais, parce qu'on parlait de ton fils, de tes neveux, puis tout ça, la relève agricole aujourd'hui. Mais regarde, je vais juste te donner un exemple, je parle pas pour eux autres tout le temps, là, mais regarde Tourbière-Lambert, qui les engage? Des agriculteurs qui sont à la retraite. Parce que ces gens-là sont fiables pour conduire la machinerie, sont habitués à son entretien, ces choses-là. Excuse-moi de te couper, mais Dieu sait que heureusement que les agriculteurs étaient là lors de l'incendie. Hein. La solidarité, ça, c'est magique à Rivière-Ouelle, là. C'est vrai. Et la relève, comment tu vois la relève? Je suis enthousiaste pour eux autres. Ben, à Rivière-Ouelle, c'est comme une génération qui se passe quasiment à tous les 25-30 ans, là, quelque chose du genre, là, pas loin de là. Puis là, c'est des gens qui sont meilleurs que nous autres. Je suis content de ça, là. C'est pareil en politique. Ceux qui vont nous remplacer vont sûrement être encore meilleurs que nous autres. Puis c'est le même que ça fonctionne. D'abord de parler de politique au début. Quand je suis arrivé à Rivière-Ouelle, il y a des gens, Mme Gagnon, Taxi Gagnon, je ne sais pas si tu viens, là, elle était sur le comité des loisirs. Tout le monde me disait, je suis pas motivé de travailler avec. Moi, je l'adorais. C'était une madame qui pouvait te vendre 100 cannes de repas dans l'espace de 2 heures. C'était pas trop compliqué. Elle était adresse, puis elle m'a dit, par là, puis il aurait voulu, elle, que ça devienne maire de Rivière-Ouelle, mais je connaissais rien en politique. Moi, quand je commençais mon entreprise à ce moment-là, c'était impossible pour moi, mais on mettait du temps quand même. Moi, j'en mettais dans le festival, dans le comité des loisirs, j'étais au ski à cette époque. Donc, tu as fait la même affaire parce que tu as élevé ta famille avec Bérangère, mais tu été impliqué de façon incroyable durant toutes ces années-là. Tu peux bien t'user. Il y avait un peu de génétique là-dedans, probablement. C'est pareil comme j'ai appris cet automne que du côté, on revient là-dessus, mais du côté psychologique, là, où en tout cas, ça aurait l'air que ma grand-mère, du côté de ma mère, était très, très, très sensible à beaucoup d'anxiété pour des... Dans le fond, tu te montres des scénarios qui sont pas vrais, là, tu sais, puis tu penses qu'il va arriver telle affaire, puis tu vois, comme dans mon cas cet automne, moi, je pensais que la régie, ça allait être une catastrophe. Finalement, au-dessus, tout est correct, puis tout va bien. Mais quand tu es ancré là-dedans, tu vois pas ça, là, tu vois pas ça. Tu sais, les gens s'imaginent que ça nous arrive pas, là. On est partout, etc., mais on vit aussi des difficultés, tout le monde, hein. Ça fait partie de la vie, puis il faut compter sur les profs, les alliés, nos proches. Fait que là, je suis content de savoir qu'on va recommencer à faire des concours de coucher de soleil les prochains mois. Là. C'est sûr. Pour ceux et celles qui ne savent pas, qui nous écoutent là, sur Facebook, puis Gilles, on s'en lance. Avec ça, c'est Julie d'Azimut qui a commencé ça. Là. Mais ça fait du bien à tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance au Québec d'avoir ça aussi beau que ça. Là. Non, absolument pas. Écoute, Gilles, je te remercie beaucoup de l'entretien. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir accepté. C'est un plaisir pour moi, mais je veux juste te rappeler aussi que les plus belles montagnes pour les couchers de soleil, c'est juste en face de chez nous. Mais je sais que tu le sais. Salut Bernard. Salut, bonne journée. Plaisir.